Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, état d'urgence à Baie-Saint-Paul. Une douzaine de roulottes sont emportées par les eaux et 2 policiers manquent à l'appel actuellement. Violence à l'école, la Commission des droits de la jeunesse ouvre une enquête vis-à-vis ses professeurs qui ont crié après des élèves. Un retour normal enfin à la Société de l'assurance automobile du Québec, prévu en juillet seulement, et des manifestations violentes secouent la France en cette occasion du 1er mai. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tout d'abord, on suit bien sûr ce qui se passe actuellement dans Charlevoix, plus précisément à Baie-Saint-Paul, mais également d'autres municipalités qui sont en ce moment là, à haut risque et qui sont surtout en état d'urgence. Les choses évoluent vite, là. Hein? Les choses bougent relativement vite. De plus en plus de municipalités qui déclarent l'état d'urgence. C'est la région de Charlevoix où on a peut-être le plus d'inquiétude présentement. Et c'est le seul endroit où on déplore plus que des pertes matérielles. Oui, parce qu'on a vraiment là, des rivières en ce moment qui débordent vis-à-vis là, les précipitations abondantes qui sont tombées dans les dernières heures, dans les derniers jours. Là, on demande dans la ville de Baie-Saint-Paul, par exemple, de rester chez soi. Et c'est pas pour rien. Là. Il y a vraiment des véhicules qui ont été déplacés, entre autres des véhicules motorisés de type de camping, là, des roulottes, une douzaine emportées véritablement par le courant là, dans des images vraiment, Mario, là, dignes d'un film. Ça vaut la peine d'aller voir là, sur le site de nos collègues de TVA Nouvelles, un des véhicules motorisés même qui est emporté, là, qui percute un pont de plein fouet. On parle justement là, d'un autre pont qui menace de s'écrouler sur la route 138 à la hauteur de la laiterie de Charlevoix parce que le courant est tellement fort qu'on a peur vraiment que le pont... Mais là, la 138 est présentement fermée là, entre Saint-Urbain et Baie-Saint-Paul, donc dans la région de Charlevoix. On peut pas circuler dans ce coin-là, mais surtout, tu parlais de plus que des pertes matérielles, Mario. C'est 2 pompiers qui auraient été emportés par le courant tentant de prêter main forte à des citoyens dans le secteur du rang Saint-Georges à Saint-Urbain. 2 pompiers donc emportés par le courant. Et là, on est à la recherche de ces 2 individus-là. Il y a un poste de commandement qui a été mis en place pour coordonner les efforts de recherche. Il y a un hélicoptère de la Sûreté du Québec, un autre hélicoptère, lui, qui a été prêté par les Forces armées canadiennes qui survolent le secteur pour tenter de localiser les 2 pompiers. Donc vraiment, là, on a ça a comme surpris tout le monde. On savait qu'il allait y avoir beaucoup de pluie, qu'il y avait des rivières à risque de crues massives. Il y a des régions là, qu'on mentionne pas en termes d'état d'urgence, mais je voyais des photos circuler sur les réseaux sociaux, par exemple, de la ville de Saint-Jérôme, qui est pas mentionnée comme dans l'état d'urgence, mais il y a de l'eau dans les rues. Là. Je veux dire, il y a des inondations, c'est clair, il y a des rues inondées. Donc, c'est des secteurs où les citoyens envoient des photos. Donc, c'est quand même à surveiller là, partout. Si vous êtes proche d'un plan d'eau, d'une rivière, il y a plusieurs endroits où ça déborde. On l'oublie, mais comme dans Charlevoix, en montagne, si vous restez dans la banlieue de Montréal, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de neige depuis déjà plusieurs jours. Mais ça fond encore dans ces régions-là. Ben oui, en montagne, dans Charlevoix, là, il reste... d'abord, c'est plus au nord, il y avait beaucoup plus, le couvercle de neige était beaucoup plus important. Donc, ça fond encore. Oui, et là, les renforts arrivent d'un peu partout. La Sûreté du Québec qui déploie plus d'effectifs pour venir aider les gens sur place. On vient d'apprendre également que la garde côtière va venir prêter main forte du côté des secours, là, à la fois pour chercher les pompiers, mais pour empêcher toute autre personne de tomber à l'eau et d'être emportée par le courant. On a également le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui, lui, va se rendre à Baie-Saint-Paul dès demain. Donc, il va effectuer un déplacement pour coordonner le tout sur place. Non, vraiment, des inondations, pas surprise. On sait que ça arrive à tous les printemps, mais avec même, des dégâts... C'est comme arrivé raide là, depuis 24 heures. Là, ça a changé, le portrait a changé rapidement avec ces pluies importantes. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a ouvert une enquête sur le centre de service scolaire des Mille-Îles qui aurait dû, selon eux, signaler à la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, qu'il y avait des situations d'abus verbal et physique d'une enseignante envers des élèves. Vous en souviendrez, c'est ce cas qu'ici à Cube Radio, nous avons rapporté la semaine dernière d'une enseignante de l'école primaire des Grands Vents, là, de première année à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Laurentides, qui hurlait après ses élèves, des enregistrements qui avaient été faits grâce
ramasse un dispositif dans le sac à dos d'un des élèves. Et là, dans un communiqué publié par la Commission des droits, on explique vraiment là, que c'est une enquête qu'on ouvre de leur propre initiative depuis cette alerte qui a été faite par les médias. Parce que selon l'article 39 de la loi sur la protection de la jeunesse, on doit faire des signalements à la DPJ si on est un enseignant, quelqu'un qui est dans le milieu de garde, un policier, dans l'exercice de ses fonctions, là, qui pense, avec un motif raisonnable, que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, mais on se doit de rapporter la chose. Mais là, t'es conscient qu'on est sur un terrain relativement nouveau et un peu plus glissant, parce que généralement, la DPJ agit en milieu familial. Oui. On considère que lorsqu'il est question de quelque chose qui influence un enfant ou met en risque la sécurité et l'intégrité d'un enfant en milieu scolaire, que le milieu scolaire lui-même gère ça. Fait les changements, congédie l'individu, pose les gestes. Mais que. Alors là, c'est comme si la commission vient dire non, mais nous, la DPJ, on protège les enfants tout le temps puis partout. Et si vous avez conscience que la situation d'un enfant est problématique, mais en plein milieu scolaire, ben vous avez quand même... c'est quand même le devoir de nous avertir. Le devoir d'avertir la DPJ. Je suis pas sûr qu'on pense ça dans le milieu scolaire. D'après moi, si tu réunissais autour d'une table dans une salle de congrès les directeurs et directrices des centres de services scolaires et leurs adjoints, pas sûr qu'ils voient ça de même. Je pense qu'ils diraient, wow, la DPJ... Pour moi, il y a pas une ambiguïté, mais il y a quand même une petite zone grise entre milieu scolaire, DPJ, collaboration entre l'un et l'autre. Mais je suis convaincu que les gens du milieu scolaire ne considèrent pas, eux, que quand il y a un problème dans le milieu scolaire, faut que la DPJ débarque à l'école. Oui, parce que cet article 39-là de la DPJ, habituellement, c'est utilisé quand il y a des cas que les enseignants peuvent observer là, des signaux d'alarme par rapport à un enfant. Par exemple, voit des marques sur son corps, l'enseignant d'éducation physique, quand il se met en culotte courte, voit qu'il a été peut-être frappé. Mais on s'en souviendra, par exemple, dans le cas de la fillette martyre de Granby, là, qui allait chercher de la nourriture dans les poubelles. Mais ça, on avait reproché à l'école à ce moment-là de ne pas avoir signalé. Mais là, c'est que ça se passe, comme tu le dis, en plein milieu de l'école elle-même par un membre de l'école. Puis on dit que le comportement de l'enseignante, c'était connu non seulement au sein de l'établissement scolaire, mais même dans d'autres écoles de la région. Là. Puis même si elle est suspendue, cette enseignante, là, Madame Chantal, comme on l'appelle, pour des fins d'enquête, mais il y a quand même une autre enquête à mener autour. Là, mais moi, je veux qu'on m'interprète bien. Quand je dis ça va brasser dans le monde scolaire, je trouve pas ça négatif. Non. Tu sais, des fois, le monde a besoin de se faire brasser puis de reposer des questions. Moi, je trouve ça assez bien que la commission aille reposer cette question-là. Puis même si la réponse du monde scolaire devait être « Hey, laissez-nous faire notre job », ben faites-là votre job, tu comprends? Surveillez vos affaires. Vous voulez pas que la commission puis tout ce qui s'appelle DPJ vienne voir dans le monde scolaire, ben donnez-nous l'assurance aux parents, donnez-nous la confiance que quand il se passe quelque chose dans le monde scolaire, on s'en occupe adéquatement. Donc... moi, je dis ça soulève des questions, ça va être mal reçu dans le monde scolaire, mais je trouve pas ça négatif que cette question-là soit posée à ce moment-ci avec ce à quoi on a assisté. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Le fiasco semble se résorber lentement et sûrement autour de la Société d'assurance automobile du Québec. Hein? On le sait depuis le lancement de la plateforme SAQ-Clic, le SAQ-Clic. Eh bien, on continue de s'inscrire. Ça va bon train et la situation est plus aussi, disons, critique qu'au tout départ. Hein? Après le transfert de données, un mois de coupe. Puis les cas en arrérage, on en a rattrapé. Mais, il y a plusieurs mais. Puis moi... Parce que cette nouvelle-là que tu vas nous lire, elle émane d'une entrevue que j'ai faite ce matin. Ben, fais la nouvelle, puis je vais te faire mes commentaires après. Mais c'est parce qu'il y a une suite, là. Ben là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en ligne, qui peuvent de plus en plus être traités. Là, du côté de la SAC, on dit qu'on pourrait traiter là, des centaines de clients à la minute. Très bien, mais pour ce qui est des cas qui doivent se régler absolument en succursale, mais ça se corse parce que ça prend des semaines, voire des mois avant qu'on ait un rendez-vous pour se présenter en personne. Dans certaines régions du Québec, on parle de 2 mois d'attente là, pour pouvoir régler un cas. Pour avoir un rendez-vous. Pour avoir un rendez-vous, et là, rien n'indique que ça va être complètement réglé à la suite du rendez-vous en question. Mais on est à la période la plus achalandée de l'année aussi. Le mois de mai, c'est un des moments où il y a le plus de gens qui ont besoin de prendre rendez-vous. Entre autres, les
déremisages, là, les décapotables, les motos, des véhicules que les gens veulent pas payer assurance, veulent pas payer pendant une partie de l'année, ils veulent économiser, donc ils retirent de la route leur véhicule, puis là, ils veulent le déremiser au printemps. Ben là, ils veulent faire ça, mais ça peut prendre 2 mois pour avoir le rendez-vous en question. Et là, Par contre, la SAAC dit si vous avez fait comme il faut votre inscription sur SACLIC, le déremisage peut se faire en ligne. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais pour ceux qui sont encore une fois obligés de se rendre en succursale, on parle maintenant de retour à la normale, alors qu'on l'annonçait au départ qu'au mois d'avril, c'était supposé être tout réglé. Mais là, on parle maintenant du mois de juillet, Mario, pour un retour à la normale de SACLIC. C'est pas des bonnes nouvelles, vraiment, pour à la fois la SAC, le ministère, tout le monde qui a travaillé autour de ça. Moi, je sors mon complément. Parce que moi, j'ai fait l'entrevue, il y avait du positif, du négatif, là, tu viens de le dire, des affaires qui vont mieux, mais des affaires où ça va être encore long. Ouais. J'ai eu vraiment, c'est rare qu'après une entrevue, j'ai autant de réactions. Des gens qui m'écrivaient, M. Dumont, vous venez de faire le VP de la SAC, là, il vous dit que... Parce que lui, il a reconnu, le VP, que ce matin, là, parce que c'est le 1er mai, semble-t-il que le 1er mai, c'est une date bien achalandée, que leur système informatique avait un petit peu de... Quelques ratés. Du lag, là, tu sais. Il y a des gens que ça prenait 1 minute ou 2 avant d'embarquer. Moi, il y a un monsieur qui m'a écrit qui a passé l'avant-midi à essayer de se connecter, jamais réussi. Les gens se plaignent de problèmes informatiques, les gens se plaignent... Écoute, j'ai eu une rafale de plaintes. Je suis pas capable de toutes les relier. Je suis pas capable d'en faire quelque chose qui soit statistiquement significatif, mais ça fait assez longtemps que je travaille à la télé pour savoir que c'est le signal de quelque chose. Quand tu parles d'un sujet, puis que tu reçois aussi vite là, autant de réactions de gens qui disent « Hey, non, vous avez parlé au gars de la SAC, moi je fais ci, moi je fais ça, ça marche pas. » Des réactions épidermiques, là, des gens immédiatement qui réagissent. Je peux pas arriver à une statistique, je peux pas arriver à quelque chose de scientifique, mais je suis capable de dire qu'il y a un problème. Là. Il y a encore des problèmes, il y a encore des gens que ça fonctionne pas à leur goût, donc l'amélioration du service. Moi, je commence à me demander si ça va pas prendre 1 an, là. C'est-à-dire que... Avec tout le backlog, là, tout ce qu'on a accumulé. En février, là, ils ont remis leur nouveau système, que tout le monde ait passé une fois, là. Que tout le monde, peu importe là, que ton nom de famille commence par un A ou par un Z, ou que tout le monde t'a fait le tour de l'année au complet avant que ça revienne à la normale. Donc, je le prends, là, leur engagement qu'à l'été, ça va être correct. Mais j'ai hâte de voir. Moi, je vais te dire que je commence à me demander est-ce que ça va pas prendre un plein 12 mois, puis que quand tout le monde va avoir fait le tour du calendrier au complet, tout le monde va passer une fois à refaire ses paiements, que là, on va recommencer à retourner à la normale, mais méchant chiard. Québec a annoncé ce matin mettre de l'avant 8 projets d'hospitalisation à domicile, à la fois dans le Grand Montréal et dans la capitale nationale d'ici 2024. Certains de ces projets même qui pourraient voir le jour d'ici cet été. On parle vraiment là, d'un projet pour à la fois libérer des lits d'hôpitaux, oui, mais également pour être capable de mieux gérer particulièrement les aînés, les plus vieux, les plus âgés de notre société qui parfois ont beaucoup de difficultés lorsque vient le temps d'arriver, par exemple, au triage ou à l'urgence et qui doivent être hospitalisés pour une courte période. Selon plusieurs gériatres, on dit que c'est un moment tellement affolant pour certains aînés qui commencent à développer un certain délirium. Là, puis ça peut impacter leur santé de manière assez massive. Merci. Et donc, là, on parle pas de ceux qui attrapent carrément une maladie à l'hôpital. Là. Non. Une infection. Mais non, ça, il y en a. Qui restent sur des civières longtemps. Puis qui... Non, il y a toutes sortes de problèmes liés avec les hospitalisations. Et c'est à la fois du côté des patients où on veut pas passer trop de temps à l'hôpital. Puis l'hôpital lui-même veut pas avoir trop de patients en son sein. Donc, ce que ça ferait maintenant, c'est que les patients, c'est un programme là, où on adhère de manière volontaire, les patients là, auraient accès à une équipe de soins de manière complètement virtuelle, donc de la télémédecine, mais tout le matériel technologique qui est nécessaire pour leurs soins à eux-mêmes va être installé directement chez eux. Une infirmière aussi serait disponible en tout temps par téléphone. Et plus intéressant, Mario, on veut utiliser l'intelligence artificielle dans ces projets-là. Par exemple, pour suivre la pression artérielle, l'électrocardiogramme, le sucre dans le sang, l'oxygène, tout ça avec la technologie Bluetooth. Mais avec les moniteurs à l'hôpital. Donc, c'est comme si vous étiez dans votre chambre, qu'il y avait un moniteur avec votre électrocardiogramme, sauf que vous êtes à la maison, vous êtes à 8 km, 12 km de l'hôpital, mais par la technologie, à l'hôpital, ils voient s'ils se rendent compte que ça marche plus ou que vous avez un ralentissement cardiaque problématique, ils vont être en mesure d'intervenir tout de suite. Là. Ils vont voir, ils vont le suivre comme si vous étiez dans une chambre d'hôpital. Exactement. Et donc... C'est ça la nouveauté versus une
ce qu'on faisait avant, exemple, une chirurgie d'un jour, puis on disait, ben là, si vous avez un problème, à soir, ça vous fait trop mal, rappelez-nous, là, c'était le téléphone qui était... Là, on parle vraiment d'hospitalisation. Si on utilise le mot hospitalisation à domicile, c'est que la personne est vraiment comme considérée hospitalisée, donc considérée comme étant sous la supervision de l'hôpital de façon proactive là, pendant la période, jusqu'à temps qu'elle obtienne son congé. Donc, c'est vraiment le concept d'une hospitalisation. Oui, puis j'ai enregistré une entrevue un peu plus tôt avec le gériatre, le docteur David Lucier, qui sera présenté tout à l'heure à La Haut-sur-la-Colline, où je remplace Antoine Robitaille. Puis lui me disait, dans certains cas, il faut y penser, il y a même des gens qui pourraient télétravailler en étant comme ça hospitalisés à la maison. Là. Des gens qui pourraient garder le plus possible leur fonctionnement, même dans leur travail, même dans leur emploi régulier, tout en ayant tous les bienfaits qui viennent avec leur hospitalisation, en restant à la maison également. Donc, ça ouvre toutes sortes de nouvelles possibilités. Puis du côté, évidemment, du système de santé, mais on va aller chercher, là, on parle de créer à domicile, à terme, l'équivalent de 5 % des lits d'hôpitaux. Par exemple, dans le Laurentides, il y a à peu près 1000 lits. Fait qu'on parle de 50, 60 lits quand même qui deviendraient disponibles. Évidemment, sur l'ensemble du réseau, ça reste peu, mais c'est quand même, là, chaque lit qu'on peut prendre en ce moment dans le réseau de la santé, on va les prendre. Donc, c'est des projets qui vont aller, entre autres, là, dans le centre-ouest de l'île de Montréal. On parle aussi des Laurentides, Laval, Lanaudière, Montérégie, Québec, Université Laval. Donc, on verra, là, on veut les déployer des projets dans toutes les régions du Québec d'ici 2026. Donc, ce sera intéressant de voir comment ce sera déployé dans les prochains jours, des prochaines années. Tout savoir en 24 minutes. Un autre domaine qu'on veut moderniser, c'est celui de la construction. Le ministre du Travail, Jean Boulet, aujourd'hui, qui a fait part de ses intentions devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On veut moderniser la construction en donnant toutes sortes d'outils à l'industrie, entre autres, là, pour être capable de combler tous les chantiers qui sont attendus, parce qu'il y a un manque de logements aussi au Québec, là, puis surtout dans les prochaines années. C'est un phénomène qui risque de s'accentuer et on veut être capable d'augmenter la productivité tout en comblant le déficit de travailleurs dans la construction. On parle de 15 000 et 17 000 travailleurs de la construction qui sont absents en ce moment là, avec la pénurie de main-d'œuvre. Et donc, on veut attirer, entre autres, 3 groupes qui sont sous-représentés en construction. Les femmes, les membres issus des Premières Nations et les membres issus de l'immigration également. On parle de projets pilotes qui sont installés. Puis encore une fois, Mario, la technologie qui pourrait venir aider. On dit que Pomerleau, là, grande entreprise de construction au Québec, se sert déjà d'un robot à 4 pattes pour faire de la surveillance de chantier dans des régions qui sont jugées dangereuses du chantier lui-même. Donc, on a toutes sortes de projets comme ça qui veulent être mis en branle pour accélérer la construction. Ça va en prendre des logements au Québec, Mario. Oui, non, ça, c'est vraiment une excellente annonce, une excellente mesure du ministre Boulet. L'industrie de la construction a besoin d'être modernisée, simplifiée. Probablement qu'il va falloir qu'on mette qu'on mette dans le coup de ça, pas juste l'industrie de la construction, mais les municipalités aussi. Oui. Parce que les municipalités sont un joueur important. Dans certains cas, j'oserais dire, je vais inventer un mot, mais un ralentisseur important, un complicateur important des dossiers de construction. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on commence à toucher... On a un problème de logement, mais c'est parce que la crise du logement, c'est comme un thème qui a été... qui a été monopolisé par la gauche. Puis je dis pas qu'ils ont toujours tort, mais par la gauche, même la gauche radicale, les groupes très militants du logement social. Puis là, t'écoutes ça, puis tu dis, OK, la solution à la crise du logement, faudrait que le gouvernement construise des logements pour en faire des HLM avec des fonctionnaires qui pelletent la neige l'hiver. Puis tu dis, wow, ça peut pas être ça. Oui, tu peux en avoir. Là. Le logement social pour les gens à faible revenu peut être un complément, une partie de la solution. Je suis pas anti-logement social. Mais c'est pas toute la solution. Ben non, tu peux pas régler la crise du logement de toute une société. Il y a des gens, là, présentement, t'as plein de jeunes ménages qui ont de la misère à se loger. Puis ils sont pas sous le seuil de la pauvreté. Ils sont pas riches. Évidemment, s'ils étaient multimillionnaires, ils seraient capables de se loger. Mais dans cette économie, avoir accès à la propriété, ça devient difficile. Donc là, il faut que tu en construises. Des logements, des appartements, des grands, des petits, des maisons, des petites, des gros. Faut que tu construises plus pour améliorer l'offre. Et présentement, ça se produit pas. Ça se produit pas au Québec. Et donc, la solution à la crise du logement, oui, elle va devoir passer par des actions, notamment en matière de construction, pour faire baisser les coûts, pour faire augmenter le nombre de projets. Et c'est pour ça que je dis que les municipalités, à mon avis, ils font partie de la solution parce qu'ils font partie du problème, là. Économie.
L'Alliance de la fonction publique du Canada est enfin parvenue à une entente avec le Conseil du Trésor, donc 120 000 membres qui étaient en grève, qui sont retournés au travail ce matin. Évidemment, il faut encore que l'entente là, soit approuvée du côté de l'Alliance de la fonction publique, mais pour l'instant, là, on a accepté une augmentation de salaire de 12,6 % d'ici 2026 avec un montant forfaitaire de 2 500 $. On se rappellera, on demandait 13,5 % sur 3 ans au départ du côté du syndicat. Et donc, on a résorbé la grande majorité des travailleurs qui étaient en grève, mais pas tous, Mario. On a encore 35 000 employés fédéraux de l'impôt qui, eux, continuent le débrayage et qui attendent une entente similaire. Mais d'après moi, écoute, je sais qu'il y a des particularités, entre autres sur le télétravail, les employés de l'impôt, là, mais une fois que tu as l'entente pour les autres, les paramètres sont là, le 12,6 % d'augmentation de salaire sur 4 ans, c'est des grands paramètres. Il va y avoir la même affaire, là. À mon avis, il va y avoir quelque chose de semblable. Donc, je sais pas. Moi, je pense qu'il devra... Moi, je m'attends à une entente peut-être demain, après-demain, mais à court terme, là. Je vois pas pourquoi ça pourrait... Je vois pas pourquoi ça traînerait. Sur l'entente, maintenant, on a eu des précisions. Une des affaires vraiment particulières, c'est cette journée de travail à distance? Non, le travail à distance qui va être géré... la journée de congé. Journée de congé pour les Autochtones. Seulement, c'est une. Oui. On disait des journées, le syndicat en demandait 5, donc la présidente du Conseil du Trésor, Mme Fortier, l'a précisé en après-midi. C'est une journée de congé. Donc, c'est pas énorme, c'est juste une journée. Ça reste bizarre. C'est-à-dire que pour aller à la chasse, à la pêche ou à la cueillette, leurs activités traditionnelles, les employés de la fonction publique qui s'auto-déclarent d'origine autochtone vont avoir une journée de congé de plus les autres. Une. C'est pas un gros scandale. Si ça avait été 3, 4, 5, j'aurais dit. Mais c'est... On va appeler ça un précédent pour le moins bizarre, au nom du fait qu'il faut être inclusif. Mais inclusif, être inclusif, c'est d'inclure tout le monde, mais c'est pas de leur donner une journée de congé là, c'est un privilège, dans une convention collective. On voudrait être inclusif avec d'autres groupes, parce qu'on donnerait à d'autres groupes des journées de congé comme ça. Écoute, c'est vraiment... Au nom d'un mode de vie traditionnel, ouais, mais je respecte ça, là, qui prennent leurs vacances. On prend ses vacances aux semaines qu'on choisit, en respectant son propre mode de vie. Est-ce qu'on en donne plus aux uns ou aux autres? Là, je sais pas. Moi, je comprends ça assez mal, mais bon, ce n'est qu'une journée. Le salaire minimum est passé à 15 et 25 $ aujourd'hui, augmentation d'1 $. Ça touche quand même, une nouvelle intéressante au travers de tout ça, 2 fois moins de Québécois qu'il y a 5 ans. Hein. Donc, rapidement, beaucoup de moins de gens sont au salaire minimum. On est passé de 265 000 personnes là, et des poussières en 2018 qui touchaient le salaire minimum. Désormais, en 2022, c'était 161 900 personnes selon Statistique Canada. Donc, c'est surtout chez les jeunes que ça se trouve, les jeunes de 15 à 24 ans. C'est 59 % des gens qui gagnent le salaire minimum. Dans 85 % des cas, c'est des gens également qui sont avec un travail à temps partiel. Donc, ça augmente aujourd'hui, mais en vue de l'inflation des dernières années, on dirait que c'est une nouvelle qui passe peut-être un peu moins de manière importante. Ouais, mais même s'il y a eu de l'inflation ces dernières années, 2 choses que je veux dire. D'abord, le salaire minimum au Québec augmente plus vite que l'inflation depuis 5 ans, depuis 10 ans. Si tu prends la dernière décennie, l'inflation était 26 %. C'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup en même temps, mais c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup dans les 2 dernières années là-dessus. Les années d'avant, il y en avait eu beaucoup moins. Tu as eu 26 % d'inflation, le salaire minimum a augmenté de 50 %. Donc, le salaire minimum a augmenté plus vite que l'inflation. Donc, les gens qui travaillent au salaire minimum ont un gain réel de pouvoir d'achat dans la dernière décennie. L'autre affaire que je suis tenté de dire, parce qu'il y a beaucoup de ça aujourd'hui qui travaillent au salaire minimum. Moi, je vais dire, si vous travaillez au salaire minimum, peut-être pas si vous venez de rentrer la semaine passée, vous avez 16 ans, tout ça, je vais dire, soyez patient un peu, faites vos preuves. Ouais. Mais si vous êtes un employé dévoué, travaillant, qui s'est rendu indispensable dans son milieu de travail, vous restez au salaire minimum, excusez-moi, mais parlez à votre boss, là. Ouais. Dans l'état actuel des pénuries de main-d'œuvre, un bon employé, à moins d'être vraiment gêné, mais parlez à votre boss. Là. Dites, je veux une augmentation, je veux un programme d'augmentation de 50 sous, $1 tous les 6 mois pour... c'est normal. Là, tu commences au salaire minimum, à la limite, de faire tes preuves. Surtout si tu es dans un travail. Souvent, c'est des emplois qui ne demandent pas de formation, mais tu n'as pas de gêne à avoir si tu fais du bon travail.
T'es dévoué, t'es toujours là à l'heure, tu fais tes affaires, il n'y a pas de gêne à avoir. Au bout de 6 mois, 1 an, dire là, j'ai commencé au salaire minimum, j'ai rien dit. Sinon, avec la pénurie de main-d'œuvre, comme tu dis, va-t'en ailleurs, bel là. compétiteur, lui, ça va lui faire plaisir de t'en donner plus. Exactement. Le Monde. Ce qu'on entend en ce moment, c'est les échos de ce qui se passe à Paris, un peu partout en France, alors qu'il y a quelques 550 000 personnes qui manifestaient dans les rues, selon les syndicats, près de 2,3 millions là, dans toute la France, qui marchaient pour le 1er mai, fête toujours des travailleurs, alors que les syndicats se sont encore une fois regroupés, mais pour manifester encore et toujours en France contre la réforme des retraites. Et là, c'est devenu rapidement extrêmement violent dans les rues. Dans plusieurs villes, ça a brassé. Oui, puis là, j'ai des bilans, évidemment, qui ont pu augmenter depuis ce temps-là avec le décalage horaire en France. On parlait là, un peu plus tôt aujourd'hui de 108 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés, dont un grièvement après avoir reçu un cocktail Molotov là, en plein sur lui. On parle de 291 personnes également qui ont été interpellées dans le pays, 90 seulement à Paris. On parle de centaines de membres des Black Blocs également qui étaient sur place. Ça a brassé à Lyon, ça a brassé à Nantes. Oui, beaucoup de villes, Marseille également. Marseille, dans un hôtel, entre autres, à Marseille. Ils sont entrés dans un hôtel chic. Ouais. Il y a eu du vandalisme à plusieurs endroits, des bris. Oui, donc il y a beaucoup de cases, ça brasse beaucoup et on projette toutes sortes de projectiles sur les forces de l'ordre qui s'efforcent de garder le calme en ce moment en France. Chose certaine, dans la grogne autour de la réforme des retraites, elle n'est pas du tout passée encore. Oh, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible